Bonjour François Julia. Bonjour Daniel. Vous êtes impliqué depuis de nombreuses années dans l'univers de l'expérience client. C'est quoi votre job aujourd'hui? Mon job aujourd'hui, je vais dire c'est du work in progress, dans le sens où je suis sur un projet que j'ai lancé il y a un peu plus de 2 ans déjà, qui est ancré sur une envie personnelle qui est l'écriture et qui a comme objectif affiché de faire la promotion d'un univers que je connais bien et qui me passionne, qui est celui de la relation client. J'avais envie de rentrer dans cette promotion-là parce que je pense que c'est un univers qui reste parfois méconnu des comités de direction, méconnu des entreprises, au sens où il y a une mécanique particulière et qui mérite d'être expliquée, qui mérite un peu plus de pédagogie et un peu plus de mise en valeur. D'où ce projet-là. Donc ce projet, il a 2 volets en fait. Le premier est assez classique, ça s'apparente à du conseil. Donc, je travaille avec des entreprises qui me sollicitent pour analyser la réalité de la performance de leur service client, je veux dire comme ça, et proposer des optimisations, proposer des voies de modernisation, voire de transformation, parce qu'il y a une IA qui arrive très vite et qui chamboule beaucoup de choses, alors que c'est un outil vraiment fabuleux à la disposition justement de ce métier-là, et qui sait bien se l'approprier. Donc ça, c'est le premier volet, c'est assez classique, on va dire. Et le deuxième volet, c'est, comme j'ai une envie d'écriture, c'est sur de la rédaction de contenu. Donc je grandis désormais en tant que rédacteur de contenu, avec toujours cette ambition de faire de la promotion, mais sur des formats et sur on va dire, un schéma narratif que j'essaye de caractériser de façon différente de ce qu'on peut voir déjà. Donc, des exemples concrets. On a créé avec Chloé Beauvalet le CX Énervé, qui est un podcast. Donc ça, c'est pas nouveau en soi. Mais par contre, on appelle ça énervé parce qu'on s'amuse à décortiquer des idées reçues, des questionnements éternels de la relation client, des buzzwords qui sont là et qui peuvent sembler un peu énervants, pour mieux en tirer la substantifique moelle et désigner des éléments qui, en tout cas, nous semblent inspirants, on l'espère comme ça, en fait. Donc ça, c'est vraiment une sorte de combinaison qui nous intéresse beaucoup, parce que ça nous permet d'avoir une certaine tonalité, d'avoir des propos assez libres. Et après, un autre format comme le CX Pop. Alors CX Pop, là pour le coup, c'est très fun. C'est aussi l'idée qu'on puisse entendre différemment des messages qui désignent comment la relation client peut être inspirante, la valeur qu'elle peut avoir, pourquoi elle nous passionne en fait, mais en la corrélant à des œuvres cultes, ou en tout cas, je vais dire des œuvres emblématiques de la culture pop, comme des films, des livres, de la musique. Et là, c'est plus du storytelling, mais le storytelling est un véhicule incroyable pour faire passer des messages, surtout quand on ne s'en sert pas pour manipuler les autres, c'est encore mieux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le job actuel, c'est l'ambition, sachant que j'évoquais que c'est au cœur, c'est l'écriture, parce que ça, c'est une envie personnelle depuis de nombreuses années. Et c'est ce qui me permet aussi, en étant désormais indépendant, d'écrire pour moi et d'écrire des romans. Donc là, sur les 2 dernières années, j'en ai écrit un et édité un, donc c'est une grande fierté, enfin, d'être arrivé à cette étape-là. Et là, je suis en train d'écrire le 2e, et j'espère que d'ici la fin de l'année, je pourrai le proposer à des éditeurs et aller plus loin encore dans cette aventure-là, quoi, en fait. Comment s'est construit votre parcours professionnel? Le parcours professionnel, généralement, disons que en fait, il a 4 étapes pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que, déjà, il a 4 étapes en fait. Pour les donner, la première, c'est en sortant des études. Mon ADN, c'est du marketing. J'ai fait un DESS spécialisé en marketing à la Sorbonne. Donc l'écriture, la Sorbonne, il y avait peut-être déjà un premier signal. Et en sortant, un schéma un peu classique de marketing, de la grande conso. J'ai fait des entreprises comme Unilever, l'ASC Johnson Wax, alors c'est Breeze, Canard WC, en tant que chef de produit, assistant chef de produit. Voilà. Donc c'est le marketing selon Kotler et Dubois, les 4 P. Il n'y a rien de plus classique, c'est très formateur, mais ça ne m'a pas beaucoup emballé. J'ai fait un petit stage aussi, un long stage aux Inrecuptibles, c'était plus atypique en tant qu'assistant chef de pub.
C'était une expérience vraiment, c'était avant que, c'était au moment où ils sont passés hebdomadaires, donc ça commence à dater. Mais ça, c'était assez rock. Voilà. Ça, c'est la première séquence, et c'est une séquence où j'ai des doutes sur mon envie dans le marketing, et ils vont être assez vite balayés dans la deuxième séquence, puisque j'intègre les télécoms dans la période la plus fabuleuse, je pense, des télécoms, c'est-à-dire fin des années 90, où là, pendant 10 ans, je vais avoir une grosse séquence de plurimarketing, en quelque sorte. C'est-à-dire je vais essayer un peu toutes les formes du marketing, enfin toutes, ça serait prétentieux, mais en tout cas de nombreuses formes, comme celle de marketing événementiel, marketing direct, marketing dit de fidélisation, donc marketing relationnel, un peu de marketing stratégique aussi en business unit, ce genre de choses. Donc là, c'est une période et de formation et de transformation derrière sur la création de produits à destination d'une cible particulière dans un usage qui dit je reviens, je suis fidèle, je répète mon achat. Voilà, donc très intéressant. Assez classique, mais l'univers des télécoms est vraiment fabuleux avec une liberté de manœuvre qui a eu, surtout sur le début des années 2000, qui était assez incroyable. J'ai eu la chance de piloter un club d'événementiel pour des clients chez SFR, puisque c'était cette entreprise-là, avec la possibilité autant de les inviter, ces clients, à des événements classiques du théâtre, des spectacles, de choses, que de leur proposer des produits sur mesure, aller faire de la planche en Corse, du snow aux arcs, ce genre de choses, quoi. Donc une très belle période. La dernière année chez SFR était vraiment une année de cette séquence-là, je vais dire, était une année de remise en question. Je me suis dit, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? C'était pas en plus ma meilleure année, donc c'est aussi dans ces moments-là qu'on se pose des questions, ce qui n'est pas forcément le meilleur moment, d'ailleurs. Et en fait, j'y suis resté, et c'est là où je suis rentré dans une troisième séquence qui, elle, était vraiment dédiée à la relation client. Et c'est là où j'ai pris... je suis d'abord allé chez SFR Service Client, où j'ai fait tout l'apprentissage de l'univers du service client en tant que tel. Et puis, c'est là où j'ai pris des directions opérationnelles. Et c'est une phase comme dirait la sémantique, c'est de build. Ma première direction, je l'ai mise en place. Et c'est là où vraiment j'ai pu m'exprimer dans toutes mes convictions, avec plus ou moins de possibilités, mais dans mes convictions fortes par rapport à la relation client. Dans l'univers des télécoms dans un premier temps, et puis ensuite dans celui des transports, puisque 5 ans plus tard, j'intégrais cette grande maison qu'est la SNCF, d'abord chez le distributeur, qui aujourd'hui s'appelle SNCF Connect, mais à l'époque où j'y suis allé, c'était voyagesncf.com, et en plus c'était pour l'Europe, donc il fallait expliquer comment s'écrivait voyagesncf.com avec un S, et puis, enfin bref, c'était assez particulier. Et puis ensuite, chez le transporteur, alors la distinction, elle est importante parce que le distributeur est une filiale mandatée par la SNCF, donc une mécanique de relation client avec une logique à outsourcer. Et le transporteur, là, c'est un modèle interne, 85% des sites sont internes, une quinzaine de centres de contact, à peu près 800 cheminots qui traitent cette relation client-là. Donc vraiment un modèle particulier à la SNCF, très intéressant, très challengeant, avec un engagement très fort. Ça, c'était une particularité à ce moment-là qui est un registre très, très humain, en fait. Donc, ce qui fait que sur les deux séquences en elles-mêmes, ça faisait à peu près un peu plus de 20 ans en fait, d'expérience professionnelle spécialisée dans la relation client. Dans la dernière année, j'ai eu un moment un peu de lassitude en me disant j'ai fait un peu le tour. On n'a jamais fait le tour, mais j'avais ce sentiment-là. Un peu de fatigue parce que les 3 dernières années à la SNCF avaient été très exigeantes. Évidemment, la période Covid qui avait tout chamboulé. Des gros conflits sociaux sur la partie réforme du statut de cheminot, sur la partie réforme des retraites. Donc un engagement des équipes et des agents sur les sites permanents. Donc c'est vrai, une forme un peu
remise en question qui fait que c'est ce qui m'a fait entrer dans la 4e séquence et en cela aidé par mes managers que je salue, hein, Martine et Jean-Stéphane, je ne sais pas s'ils nous regardent, mais en tout cas, j'espère qu'ils vont bien. Grâce à eux, j'ai pu aller vers cette 4e séquence qui était de passer indépendant et donc de rentrer dans ce projet avec une logique complètement différente et une forme d'aventure en fait pour retrouver une certaine envie, donc créativité. Voilà. Après, il y a une sorte de lien sur ces 4 séquences. Et le lien, il a 3 composantes, je vais dire. La première composante, c'est je me rends compte en fait qu'au travers de ces 4 séquences, il y a toujours une notion de dialogue avec le client, plus ou moins marquée, plus ou moins directe, mais qui s'est intensifiée avec le séquençage. Elle était déjà présente dans mes études et elle s'est confirmée avec les choix pendant la période télécom. Vraiment, cette compréhension, plus que le produit lui-même, ce qui m'intéresse, c'est comment le produit crée une satisfaction et en fonction du yo-yo de cette satisfaction, comment nous, à la relation client, on alimente, on corrige, si je prends des termes qui sont neutres, et on réembarque ou on réenclenche en fait la satisfaction. Ça, c'est vraiment un élément qui me passionne. Il y a une deuxième composante qui est que je me suis rendu compte aussi que j'étais très sensible à mon intuition et que quand je ne l'avais pas suivi, ça ne s'était pas forcément bien passé. Quand je ne m'étais pas écouté, c'est une autre forme c'est une autre façon de parler de l'intuition. Et donc, je me rends compte que je suis très à l'écoute de moi-même. C'est pas une phrase que mais voilà. Et corrélé à ça, la troisième et dernière composante, mais qui est vraiment imbriquée dans l'intuition, c'est que cette intuition, au fur et à mesure, elle me permet aussi d'avoir une forme de liberté. Je suis très attentif à être libre de mes choix, même si ce choix-là, il est il y en a 3 par exemple, il y a 3 orientations à prendre, ça reste une liberté, et une liberté que je crée en me disant, ok, on me demande de faire ça, est-ce que je peux faire ça et ça à côté aussi, ou si on me demande rien, qu'est-ce que je veux faire, voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi un élément qui structure mon parcours, avec l'envie en fait des 3, en quelque sorte. Quand vous étiez enfant, vous rêviez de faire quoi? Je boirai après, comme ça je vais répondre d'abord. J'avais pas vraiment des rêves au sens des rêves de métier. J'avais plus des envies qui sont venues et qui sont reparties en fait. Je pense comme n'importe quel enfant. Donc j'ai eu la chance de pouvoir skier très tôt et assez régulièrement, ce qui est vraiment une grande chance et j'en remercie mes parents. Et donc j'avais très envie d'être moniteur de ski. Je pense que le costume rouge, c'était le Graal. Mais sans me rendre compte derrière des responsabilités que ça peut impliquer. C'était le côté, le job, quoi, et puis le ski. Donc ça, bizarrement, c'est passé. Ça, je ne l'évoque pas souvent, mais j'ai eu envie aussi pendant un temps d'être chirurgien, parce que mon père était chirurgien, et j'étais très impressionné, et j'avais très envie de comprendre, en fait, ce métier assez magique. Et donc, je lui demandais de venir en salle d'opération pour voir et tout. Il me faisait... T'as le temps. Et il a eu raison, parce que je pense que j'aurais jamais tenu dans une salle d'opération. Je pense que le sang, c'est terminé, quoi, en gros. On me retrouve par terre, donc aucune utilité pour le patient. Et puis voilà, il y en avait. Donc c'est plus voilà mais j'avais pas de rêve de métier. Après, ce qui est certain, je me rends compte aujourd'hui, c'est que j'avais une forme de rêve, mais sans penser que c'était un métier. C'est d'être écrivain. Donc voilà, la boucle est un peu bouclée et c'est vrai que là, sur cette dernière séquence que j'évoquais tout à l'heure, j'essaye de rentrer beaucoup plus concrètement dans cette envie-là, quoi, en fait. Oui, merci. Je peux écouter la question en même temps. Alors, 2 moments clés dans votre vie. Ça, c'est un peu
Alors, il y a des moments clés dans ma vie perso, dans ma vie familiale, que je n'évoquerai pas, parce que c'est perso, voilà. Mais qui sont vraiment des moments très marquants et dont je suis très fier. Après, il y a deux éléments dans ma vie professionnelle où je me rends compte qu'en fait, ils ont vraiment été des marqueurs. Le premier, c'est en 1992, donc ça ne nous rajeunit pas. Et le second, c'est en 2023, donc je l'ai évoqué. Et vraiment, c'est un passage parce que au début, j'avais l'impression, pour retenir ce point-là, d'abord, que je le faisais un peu contre 25 ans d'expérience et c'est assez frustrant, c'est pas du tout moteur comme type de décision. Et en fait, je me rends compte que c'était plutôt, et encore une fois, aidé par mon manager et aidé par cette directrice des ressources humaines dans un dialogue qui était vraiment, vraiment, je les en remercie encore. C'était le bon moment en quelque sorte, et c'était même le moment. Sans doute aussi les 50 ans, bien sûr, enfin ce genre de choses. Mais c'est vraiment une date clé, et c'est aussi, je parlais de liberté de choix, c'est aussi le moment d'assumer quelque chose qui disait, mais je ne vais pas encore attendre 10 ans pour aller chercher cette envie et pour essayer de la rendre plus concrète. Je vais arrêter d'en faire quelque chose qui progressivement grignote, crée une sorte de frustration en fait. Voilà. Et la deuxième date, 1991 d'ailleurs, c'est plus 91 que 92, enfin peu importe, c'est mon premier vrai job. Je suis embauché pour être surveillant au collège, dans le collège où j'ai fait mes études. Et en fait, au début, j'y vais parce qu'on est plusieurs potes à faire ça et on se dit ça va être trop cool d'être surveillant. En gros, c'est pas qu'on va pouvoir faire les cons, mais c'était un peu ça. Et en fait, très vite, deux choses ont mis en perspective complètement différemment ce job-là. Un, c'est la confiance du préfet des études qui m'embauche. Et je me dis, waouh, s'il m'embauche alors qu'il y a encore, ça devait faire 18 mois, j'étais élève ici, c'est qu'il croit en moi et ça, c'est assez. Ça avait été aussi mon préfet. Et voilà, ça fait une sorte de déclic. Et puis le deuxième point, c'est la compréhension des responsabilités qu'on peut avoir sur ce type de métier-là, sur de l'humain. Donc c'est pour ça le dialogue et comment ça nous engage et comment ça nous responsabilise. Et ce préfet aussi des études faisait quelque chose de très bien. Il briefait son personnel en début d'année et à milieu d'année, en passant en revue l'intégralité des élèves, en disant voilà l'attention qu'il fallait apporter, donc une sorte de segmentation, il faisait des clusters pour revenir sur le marketing. Et franchement, ça m'a vraiment structuré pour la suite en fait. Et puis ça, c'est quoi la part d'autorité qu'on a en nous qui nous permet de contrôler 150 élèves en face de soi, soit dans une grande étude parce qu'ils vont avoir leur examen, soit dans l'espace de l'immeuble sur 3 étages parce je suis en train de les emmener au réfectoire et que je ne vois pas ceux qui sont en bas et je suis en train de chercher les derniers retardataires et que ceux qui sont en bas, on les entend plus que... Voilà, donc voilà, je ne vais pas... mais ça, c'était vraiment très formateur. Qu'est-ce qui vous a donné envie et le virus de l'expérience client? Alors, je l'ai sans doute un peu évoqué tout à l'heure, mais déjà, j'avais un pied dedans pendant mes études à la Sorbonne. J'avais un prof qui était Monsieur Bernard Sioufi, qui était le président de l'ex-SEVPCD, qui est devenu la FEVAD grâce à lui, et qui nous enseignait tout l'art du marketing direct et justement de ce dialogue avec les clients au travers de mailing, au travers de courriers. Donc ça, c'était passionnant. Donc j'avais un pied dedans, et puis le marketing relationnel, c'était là où j'étais le plus affinitaire. Après la bascule, le plongeon dans la marmite, c'est vraiment cette séquence dans les télécoms chez SFR où quand je me pose la question de rester ou partir, je me dis mais en fait je ne peux pas être chez SFR un tel acteur de télécom sans aller bosser pour le service client qui est une sorte de ville dans la ville en fait. À l'époque, c'est 10 000 collaborateurs, c'est 50 centres de contact, ça doit être quelque chose comme 50 millions de contacts par an. Donc je me dis, comment est-ce que
comment ça se passe, quoi. Moi, jusqu'à présent, pardon pour le bruit sur le micro, j'étais plutôt donneur d'ordre parce que j'étais côté business unit et je me dis mais comment c'est quand on est de l'autre côté, voilà. Ce qui n'était pas du tout un move classique, mais qui était une intuition vraiment. Enfin, c'était la bonne intuition et j'ai passé 3 années fabuleuses chez SFR, service client, en commençant par du projet pour comprendre un peu les process et puis en étant après knowledge manager, qui était vraiment une expérience géniale, quoi. Voilà. Et qui m'a mis le pied à l'étrier ensuite pour tenir des directions des opérations, des directions de relations clients, enfin vraiment super. Comment voyez-vous le présent et l'avenir de l'expérience client? Ça, c'est une question difficile, parce que elle peut être très très vaste, et c'est difficile de ne pas caricaturer la réponse ou de ne pas être trop, on va dire, généraliste. Alors déjà, je le vois de façon très optimiste. Je pense que c'est une matière qui est encore assez jeune. L'expérience client, c'est quoi? C'est 20, 30 ans max. C'est pas encore complètement concret sur le schéma de la formation, c'est en train de s'installer, les outsourceurs, eux, sont bien calés, mais au-delà de ça, les formations, on voit bien que ça commence un peu sur ces métiers-là. Donc c'est bien installé, c'est présent et ça a un beau futur dans le sens où ça a encore beaucoup à donner, beaucoup à proposer, beaucoup à challenger. En parlant de challenge, ça c'est le deuxième point, c'est que c'est de la transformation permanente. Là, c'est l'IA qui vient perturber le schéma assez violemment, mais en même temps, comme pour tous les sujets, la relation le client le prend à bras-le-corps et avec un potentiel énorme. Donc moi, je vois plutôt ça comme une opportunité fabuleuse de continuer à progresser et d'en faire un élément incontournable de l'expérience client au sens large, mais du business des entreprises. Et du dialogue avec leurs clients. Ensuite, il y a, c'est pas des inquiétudes, mais je pense que, en tout cas, c'est des envies j'aimerais bien que ça s'accélère sur la question de la place de la relation client, justement, au sein de ces entreprises, d'où l'envie de promouvoir aussi ce métier-là d'une façon différente. C'est qu'on voit bien que la culture client, elle n'est pas évidente, il y a beaucoup de bonnes intentions, il y a beaucoup de beaux discours, remettre l'humain, toutes ces choses-là. Mais pour autant, on est quand même sur une réalité qui dit la relation client, c'est du temps long, le business, c'est du temps de plus en plus court. Donc, ça frictionne sévèrement. Et le Rubik's Cube, il n'a pas encore les bonnes faces pour se dire j'arrête de voir la relation client comme une seule variable d'ajustement au moment des crises, au moment des réductions budgétaires, au moment des réorganisations. Et au contraire, je l'intègre comme un élément de valeur parce que tant par les profils, tant par les process, tant par l'apport au business, voilà, c'est complètement intégré. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, il y a une projection ambitieuse, positive, mais avec des interrogations sur lesquelles j'aimerais bien voir un certain nombre de réponses s'inscrire dans le dur. C'est quoi l'empreinte que vous souhaitez laisser? Alors, je ne cherche pas vraiment à laisser d'empreinte. C'est une question que, très honnêtement, je ne me pose pas. Surtout que après, il y a des questions philosophiques par rapport à ça. J'y réfléchis pas. Et pour autant, c'est une question qui m'interroge parce que l'envie d'écrire, c'est bien l'envie de laisser une trace, de laisser quelque chose qui dit François Julia est passé par là, comme ce qu'on mettait sur les tables du lycée au Tipex, parce que comme ça pouvait se gratter et s'enlever après. Donc voilà, je n'ai pas d'ambition, ou en tout cas, il n'y a rien qui m'anime profondément par rapport à ça. Pour autant, je pense que j'y réponds d'une façon un peu indirecte. Des regrets sur votre parcours? Je suis en train de les régler. J'en avais un qui n'était pas un regret, mais qui était une frustration. Et là, je suis en train de la travailler en ce moment. Ouais. Sinon, après, non, pas de regret, honnêtement. Je pense que, en plus, j'ai eu beaucoup de chance, donc pas de regret. Avez-vous une super expérience client à nous raconter?
Alors non. J'ai pas de super expérience parce qu'en fait, j'en ai pas en tête. Et puis en plus, c'est pas vraiment ce que je cherche. C'est-à-dire, je suis pas vigilant par rapport au fait d'être réenchanté. C'est pas quelque chose qui me parle, ça. J'ai pas besoin, moi, d'être réenchanté, en fait. Voire même de temps en temps, quand je suis trop bien accueilli et puis que j'ai eu ça dans un restaurant il n'y a pas très longtemps où l'accueil était super et puis après, tout au long de l'accompagnement jusqu'à la table, il y en avait trop, quoi, en fait. Donc je trouve ça presque limite un peu suspicieux. Donc non, mais par contre, je suis très vigilant sur ce qui pour moi est une bonne expérience client, c'est tout ce qui fait qu'il n'y a pas d'effort quand j'ai besoin du service client, mais vraiment zéro effort. C'est-à-dire que, et encore moins de me retrouver avec des problèmes dont je n'avais pas besoin, quoi. Voilà. Le pendant de ça, c'est si je vais prendre une mauvaise expérience client, c'est le ping-pong entre l'humain et le robot, par exemple. Je comprends parfaitement le début de parcours en mode digital. J'ai une IA qui traite ma demande et puis la voix est super, etc. Mais je commence un peu à tourner en rond et j'ai toujours pas ma réponse. Et au final, on me renvoie vers un humain qui m'explique que je ne suis pas sur le bon canal, donc je dois aller... Enfin, je ne vais pas dérouler comme ça, mais ce ping-pong-là, franchement, là, c'est le pire des expériences clients pour moi. Cette espèce d'effort que je ne voulais pas, alors même que quand on sollicite un service client, il y a une forme d'appréhension, il y a une forme de préparation, une forme de négociation, parce que, voilà, et donc j'ai envie de tout, sauf de me retrouver sur un effort qui, en plus, n'était pas celui que j'avais anticipé. Né la même année que l'auteur-compositeur Mathieu Chédid, alors quel est votre secret de créativité dans cet univers? Alors déjà, c'est très flatteur, parce que M, c'est quand même un artiste incroyable. Je ne suis pas le premier fan de sa musique, c'est pas mon premier registre, mais je trouve ça, franchement, il a un spectre extrêmement large, il se renouvelle, il se change, enfin, franchement, respect, comme on dit. Après, moi, j'essaye d'être le plus ouvert possible. C'est l'esprit du sex pop, en fait, c'est de se dire, j'aime beaucoup en plus trouver de l'inspiration dans des choses qui a priori sont au pire dénigrées, au mieux dans la culture commune, mais presque comme une sorte de banalité où on oublie un peu qu'en fait il y a eu un travail d'écriture, il y a eu un travail de réalisation, il y a eu un moment qui fait que cet objet est vraiment super. Et j'aime beaucoup aller creuser là-dedans et me dire, voilà, et avec un spectre très large. Il y a des choses, bien sûr, il y a des choses en création qui ne me parlent pas, ou en créativité, mais j'aime bien, comme disaient les inconnus, je suis très éclectique. Votre secret pour décompresser le week-end? Alors, en tant qu'indépendant, la décompression du week-end a moins de sens parce que, en fait, le week-end est un jour comme les autres, est un jour non facturé. Ça, c'est la grande découverte de la face cachée de l'indépendance. Mais plus sérieusement, je marche. C'est-à-dire que ce soit le week-end ou sur une autre journée, la décompression, il n'y a rien de mieux que... j'ai la chance d'habiter à côté d'une forêt. Et en plus, maintenant, j'ai un chien qui est génial. Donc, vraiment, la marche, moi, c'est un formidable moment de décompression, d'évasion, et en même temps de se restructurer dans sa pensée, d'éviter les pensées qui viennent vous polluer le mindset. Et retrouver une sorte de schéma qui permet d'avoir une pensée positive. Ça, je trouve ça. Voilà. Alors c'est plus facile quand c'est au soleil que sous la pluie, mais même sous la pluie, ça fonctionne. Qu'est-ce qui vous booste chaque matin? Il n'y a rien qui me booste le matin. Le matin, pour moi, ma première ambition, c'est d'avoir un réveil où... Non, mais c'est sérieux. Enfin, le matin, c'est un moment qui est assez... Enfin, le réveil, c'est quelque chose d'assez compliqué, en fait. Donc le matin, c'est pas... Il y avait une pub, l'instant chicorée. Moi, j'ai pas l'instant chicorée, quoi. Je suis un ours le matin. Après, ce qui me motive, c'est quand je sais que je vais avoir
un déjeuner qui va m'inspirer, parce que ça va être une rencontre que j'attends, une réunion où voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer, les rencontres, et puis, ou alors aboutir sur un moment de travail solitaire et qu'on confronte au collectif, ça, c'est des choses qui me motivent beaucoup. Ouais. Vous lisez quoi en ce moment? En ce moment, je lis des romans. Enfin, alors, je ne suis pas un gros lecteur. J'ai compris qu'il y avait des catégories de lecteurs. Je ne suis pas un gros lecteur, mais je lis régulièrement. Mais ce n'est pas en ce moment, mais c'est des lectures que j'ai eues là, sur les derniers mois. Il y en a deux vraiment que j'ai trouvé super. Alors bravo pour l'adjectif, mais en tout cas qui m'ont vraiment enthousiasmé. La première, c'est l'essai de Giuliano d'Ampoli qui s'appelle Les ingénieurs du chaos, je crois. Je ne me trompe pas, il faudrait vérifier. Qu'il a écrit, ça commence à faire, c'était en 2018 ou 2019, et qui décortique toute la mécanique de sidération à laquelle on est confronté aujourd'hui, et qui était déjà en place dans les années 2010 par un certain nombre de spin doctors et de manipulateurs de data. Et je trouve que c'est fascinant, comme ça peut être assez flippant, et d'autant plus avec la période actuelle. Donc vraiment, il faut le lire, c'est extrêmement intéressant. Et le deuxième essai, c'est celui de Jérôme Fourquet qui s'appelle « La France sous nos yeux ». Là aussi, il faudra vérifier, j'ai peur de me tromper. Qui est un peu plus ardu à lire, hein, parce que c'est très statistique. Et ça ne se lit pas comme un roman, et puis c'est épais comme Guerre épais. mais c'est vraiment un décryptage fabuleux de notre pays, tant d'un point de vue socio, politique qu'économique. Donc ça permet de comprendre plein de choses par rapport à des logiques et des mécaniques actuelles, ne serait-ce que par exemple des axes pour la logistique, les axes Amazon, les axes... Et c'est d'autant plus intéressant à lire quand on a lu avant l'archipel français. J'ai du mal avec les titres, hein, parce que je suis en train de douter du fait que ce soit ça le bon titre, mais voilà, cette logique de décryptage, moi j'adore déjà comprendre, et en plus là, c'est extrêmement étayé, c'est très objectif, donc c'est passionnant. C'est quoi votre son du moment? Mon son j'écris mon deuxième roman là en ce moment, et j'ai toujours besoin d'avoir une bande son quand j'écris, et comme pour le CX Pop, j'ai placé mon protagoniste dans l'univers du métal, qui est un univers que j'adore. Et donc en ce moment, pour m'aider à écrire, j'écoute du King Buffalo. Alors, les adeptes de stoner et apprécieront. Mais je trouve ça vraiment génial. Alors, c'est des plages musicales de 7, 8, 9 minutes, hein, donc il faut plutôt être câblé là-dessus. Mais j'ai découvert ça il y a quelques mois, et franchement, j'adore. Un film que vous adorez? Il y en a beaucoup. Alors après, si j'en donne un spontanément, j'en parlais il n'y a pas très longtemps, j'adore Top Gun par exemple. Je trouve que c'est un film qui est incroyable. Peut-être un prochain Six Pop, qui sait. Et puis après, je revisite certains classiques en ce moment. J'ai revu L'Arnaqueur avec Paul Newman il y a peu de temps, et en fait je me rendais compte que j'étais passé complètement à côté la première fois que je l'avais vu. Je m'étais ennuyé, alors que vraiment, peut-être qu'il faut avoir de l'âge pour voir ces films-là. Mais voilà, je refais quelques classiques, peut-être parce qu'aussi les séries c'est vraiment génial, mais il y a un moment on a besoin aussi de retrouver certains fondamentaux. Une citation qui vous ressemble? Ah, les citations. J'en ai plusieurs. Alors, qui me ressemblent, je ne sais pas, enfin, moi qui m'inspire en tout cas, qui me parlent, qui ont une certaine résonance. Il y en a une qui est d'origine latine, si je ne dis pas de bêtises. J'étais allé voir ça il y a longtemps, il faudrait vérifier. Je crois que c'est... et qui était sur les récits d'Alexandre le Grand. Ça, c'est juste pour en imposer, tu vois, pour dire que... Et c'est en anglais, c'est
Still Waters Run Deep. Alors, je laisserai tout le monde aller voir ce que ça veut dire. Mais vraiment, ça fait écho en moi. Et il y a deux versions de compréhension de cette citation. Il y a celle de l'origine latine qui est sur une dimension assez positive. Et puis, il y a une plus sur un registre un peu manipulateur qui ne me correspond pas, qui était dans la trilogie de Shakespeare sur Henri VI, que je n'ai pas lu, hein, soyons clairs. Et j'ai une deuxième citation que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui est d'un philosophe belge dont je tairai le nom de famille, mais qui s'appelle en prénom Jean-Claude, et qui a une citation magnifique qui dit « Si tu travailles au marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise-toi, sinon tu bosses pour rien. » J'adore. Alors, qu'est-ce qui fait encore courir, François ? C'est une question que je m'étais beaucoup posée justement, à juste titre pour moi-même, hein, il y a un peu plus de 2 ans. Et en fait, ce qui me fait courir, c'est ces moments quand l'inspiration bascule sur la création et quand la création est partagée et qu'elle en inspire d'autres. Je trouve ça fabuleux en fait. C'est pas que ce soit rare, mais ça se réalise pas toujours. Et quand ça se réalise, par contre, c'est comme dans les moments de management où le collectif est en synergie et chacun a son objectif individuel en tête, mais qui rejoint celui du collectif. Et c'est toujours des moments que je trouve fabuleux. Et ça, je fais au travers de l'écriture, c'est un travail très solitaire que j'apprécie énormément parce que je suis quelqu'un d'assez introspectif et voilà, et j'aime ce moment-là. Mais pour autant, il n'y a rien de mieux que d'écrire pour les autres et pour savoir ce qu'ils en pensent et comment ils se l'approprient. Et j'adore quand on me fait des retours sur mon premier roman et que je me rends compte que c'est plus mon roman en fait. Là, c'est pareil, c'est ce qui me donne envie en fait. Pour finir, qu'avez-vous écrit sur le livre d'or ? Alors j'ai pris une citation qui m'anime depuis des années de Picasso, et qui dit « L'art est un mensonge qui nous permet d'approcher la vérité » ou qui permet d'approcher la vérité. Je ne suis pas tout à fait sûr de la formulation, mais en tout cas, je ne la trahis pas. Et j'aime beaucoup cette idée que, en fait, justement, quand on est créatif, c'est de l'art, quel qu'il soit, et puis quel que soit le degré d'art, peu importe, mais, et que, en fait, ce soit l'expression de quelque chose qui cherche à atteindre le réel, sachant qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est la réalité, puisque ce n'est que des perceptions subjectives, en fait. Donc, à chaque fois, je prends cette citation par un bout, par un autre. À chaque fois, j'en découvre comme l'univers de Picasso, qui est incroyable. J'aurais pu je le mentionnais tout à l'heure. D'une profondeur, d'une richesse absolue, sculpture, dessin, peinture. Je ne sais pas s'il a fait de la musique aussi, mais c'est juste incroyable. Et avec en plus un parcours où il cherchait à être le plus enfantin possible en disant le dessin de l'enfant est le plus compliqué à réaliser. Donc un jeu sur les couleurs phénoménal. Donc à chaque fois, cette citation, je la reprends et puis je me dis qu'est-ce qu'elle me dit en vrai maintenant en fait. Un immense merci François pour ce partage inspirant, pop. Et surtout passionné. Merci Daniel. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape humaine de Checkpoint sur A-News Expérience Client, où nous continuerons à explorer et à célébrer les talents du monde de l'expérience client. Encore un grand merci François. Merci à toi Daniel.